Bonjour Luc. Voilà, une montée sportive. Il y a des rencontres plus touchantes que d'autres, parce qu'il y a des personnalités qui ne se cachent pas. Romain Desseninck fait partie de celle-ci. Il s'apprête à se livrer sans artifice, sans excuses, sans retenue, bref, sans filtre. Et chacun de pouvoir retrouver ainsi la part d'intimité qui lui est propre. C'est par là que ça se passe, Romain. Waouh, Bienvenue dans votre vie. ça peut ça. Et ceux qui étaient avant vous. Ça. Exactement. Allez, venez, c'est par là que ça se passe. Ma grand-mère, Nina. Anne-Catherine, exactement. Anne-Catherine. Ouais, Nina, Anne-Catherine. Elle a grandi à Montémajor et dans une maison de femmes. Son père, à ma grand-mère, j'espère ne pas dire de bêtises, quand il est revenu de la guerre, il fait partie de ces Corses qui sont vus offrir un poste à Marseille. Et il a refait sa vie à Marseille. Et du coup, ma grand-mère était donc au village avec sa sœur, sa mère, mon arrière-grand-mère, une tante aussi qui venait habiter à la maison. Et donc, c'était vraiment la maison des femmes. Ouais. Et arrive un homme. Et arrive un homme, et qui plus est, un Français, et qui plus est, un militaire. Un militaire, oui, on le voit là. Ouais, Oh, Claude. voilà. Donc, mon grand-père, qui lui vient de Lille. Il est appelé à la guerre d'Algérie. Il n'est pas du tout militaire à la base. Il faisait son service. Et donc, il passe par Calvi, où il va rencontrer ma grand-mère. Il passe par le deuxième rep, en fait. Il passe par le deuxième rep, Il passe par exactement. le deuxième rep. Et je sais que c'était une période pour lui très, très dure. Je pense que mon grand-père, déjà, est quelqu'un d'assez sensible. Et on se retrouve, service militaire, boum, à être envoyé en Algérie. Oui, parce que pour la guerre d'Algérie, on le rappelle, c'était des appelés, hein, dès 18 appelés, ans ouais. qui partaient. Et on a la photo, là. Exactement, ouais. Vrai traumatisme, d'ailleurs. On n'appelait pas ça à l'époque de... Guerre, on appelait ça, je crois, opération de pacification. Ouais. Et puis même son traumatisme, hein, on l'appelait pas ça non plus. Non, hein. ce qu'on appelle PTSD, syndrome post-traumatique, Ouais. à l'époque, ça n'existait pas. Et justement, il est détruit. Et avec Nina, ils vont d'abord vivre sur le continent. Hein. Bah oui. Dans le nord, ils vont faire un enfant. Dans le Nord, ils vont faire un enfant. Et puis, ils vont revenir vivre à Calvi. Oui. Hein, avec cet enfant. Et cet enfant... C'est Patrick. Mais allez, venez. Mon père, Patrick, Qui a grandi, hein. Donc 17 ans, très sportif, Patrick. je crois. Très sportif, Très sportif. ouais. Très fort au foot. Très fort au foot. Hmm. Mon père, en fait, avait été repéré par Bastia, par le centre de formation de Bastia quand il est jeune, et ce qui va complètement terrifier Nina, sa mère, qui va lui interdire d'y aller. Et Nina, sa maman, elle va l'empêcher de faire beaucoup de choses, en fait, parce que c'est quand même un petit peu quelque chose de son caractère aussi, de votre Ouais. papa. Mon père a été, je pense, quelqu'un de très, très couvé par sa mère et sa grand-mère. Il a vraiment eu du mal à s'affranchir toute sa vie de ça. Je pense. Parce qu'il va abandonner le foot, il va se mettre au tennis. Il va se mettre au et il va être tennis. sacrément bon au tennis, Ouais, puisqu'il va donner des cours. exact. Et un jour, il y a une de ses élèves qui flash. Hein, c'est comme Une ça qu'ils animatrice. Une animatrice. Oui, c'est une parce qu'en fait, animatrice. ma mère Ouais. se fait embaucher, par hasard, pareil, comme animatrice sur ce village vacances. Et voilà, ils se rencontrent là. Elle vient d'où, elle, votre maman? Elle vient de Paris, ma mère. Ouais, c'est parisienne. Ils vont se mettre ensemble, ils vont se marier, ils vont avoir un enfant, Oui. et on va vous retrouver là. Ouais. Et c'est vous, l'enfant. Et c'est moi l'enfant là, ouais, exactement. Vous naissez à Calvi? Je nais à, oui, Bastia, mais ouais, Ah, je enfin, nais à Bastia, Ménard, oui. ouais, ouais. Bastia, Comme oui, tout le c'est monde, vrai qu'à tous les Calvés. C'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, je nais à Calvi, 83. Et cette photo, j'ai envie de dire qu'elle est un peu collector, hein, Romain, parce que cette vie de famille, vous n'allez pas vraiment la connaître parce que vos parents se séparent vite. Ouais, en fait. très peu. J'ai moins de 5 ans. J'ai dans les 4 ans quand ils se séparent. Et là, vous allez avoir un côté, alors peut-être pas schizophrénique, mais deux vies complètement différentes. Une vie, quand vous allez aux vacances avec votre papa, on voit avec la chaîne autour du cou. Hein, Je la remarque là, quand j'avais envoyé la photo. oui, je quand on l'ai a grandi, remarqué. on voit des détails, effectivement, Ouais. exactement. Et lui qui a cette chaîne autour du cou, mais qui ne travaillera jamais en Corse. Non. Hein, Il a eu l'occasion de revenir et il n'est pas revenu. il va travailler dans des centres de vacances. Il va travailler dans le sud. Il va faire toute la Provence-Côte d'Azur, rencontrer ma belle-mère, sa nouvelle femme. Et du coup, ouais, il va rester dans les villages vacances, mais tout le temps
près de la Corse sans y être. Sans revenir. C'est intéressant, ça. Ouais. Et vous, quand vous irez dans ces villages vacances, vous serez un petit peu le surfeur corse, il y aura de la liberté. C'est des moments exceptionnels que vous passerez avec lui. Ouais. Et puis, le reste de l'année, vous restez avec votre maman. Et là, pour le coup, c'est complètement différent. Et là, c'est complètement différent parce que ma mère ne va pas se remarier, va avoir une relation avec justement un journaliste, une espèce de relation très étrange pour moi, très étrange, très désagréable. Et surtout, elle va... Et c'est drôle ça, parce que pour moi, encore une fois, c'est que mon avis, mais elle va rester ici où elle n'arrive pas à s'intégrer. Elle va presque vous interdire de fréquenter les gens du quartier. C'est quelque chose de marquant, ça aussi. Ouais, c'est très marquant. Moi, je grandis dans une résidence très connue à Calvi, qui s'appelle Champeau. Et moi, mes souvenirs d'enfance, c'est vraiment ma mère, la plupart du temps, en plus, sous traitement antidépresseur. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui marque. Quand on a connu, je pense, dans sa vie, quelqu'un sous traitement antidépresseur lourd, il y a quelque chose qu'on n'oublie jamais. Il y a un regard, il y a un regard vide, un œil vide qui vous marque à vie, je pense. C'est des choses... Et donc, ma mère, dans cette résidence, et ce qui était très drôle, parce que... Enfin, drôle, avec le recul, quand on a 40 ans, c'est drôle, mais... parce que on est une famille sans le sou, on a quand même peu de moyens, même si mes grands-parents nous aident beaucoup, mais on vient d'un milieu très modeste. Et là où il y a des enfants qui jouent devant chez moi, et que souvent tu as envie d'aller jouer avec eux, et tu as envie de... ma mère m'isole complètement d'eux. Parce que ma mère, dans cette espèce de croyance, peut-être, d'être... je sais pas, de mériter mieux dans la vie, ou j'en sais rien, m'interdit de voir un peu les jeunes dehors. Donc, ce qui est, alors, la pire des choses à faire, hein. Note à tous les parents, ne jamais surtout faire ça, parce que je me retrouve, évidemment, à me faire magagner par les gamins dès que je sors. Ma hantise, quand je suis enfant, c'est quand même fou, c'est de devoir sortir les poubelles. Parce que je suis là, comme ça, avec mon petit pyjama immonde que ma mère m'a acheté, et à traverser la résidence pour aller sortir les poubelles, à me faire magagner par tous les gamins. Ouais, peur de croiser quelqu'un, quoi, finalement. Qui vont m'appeler, et ça aussi, c'est un truc qui vous manque, qui vont m'appeler le fils de la folle. Et c'est quand même hyper dur quand t'es enfant, c'est quelque chose que tu comprends pas. Et là encore, c'est drôle parce que, là encore, une dichotomie très forte, un paradoxe très fort entre Champeau, où je vais être en partie un peu ostracisé, où je vais vraiment avoir beaucoup de mal. C'est même pas que j'ai du mal, c'est que j'ai aucune chance. C'est qu'on me donne même pas la chance de m'intégrer. À Champeau, Et quand je vais chez mes grands-parents, je vais venir au centre-ville de Calvi, où c'est complètement différent. Ils sont là. Exactement. Ouais. Parce que d'un coup, c'est pas du tout pareil, parce que c'est des gens qui sont très appréciés, très respectés. Et tout le monde la connaît, Nina. Tout le monde la connaît, Nina. Tout le monde la connaît. Je pense que tout le monde l'apprécie. Et d'un coup, les week-ends que je passe chez eux sont encore une fois complètement différents de toute la semaine que je peux passer à 2,5 km il y en a. Chez moi. Il y en a des différences dans votre jeunesse. On va voir ce que ces différences vont donner maintenant, Romain. Parce que maintenant, il va falloir prendre votre vie en main. C'est ça, il y a un moment. Et c'est par là qu'on prend sa vie en main. Allez, venez avec moi. Allez, Romain, prenez place. Et on va vous retrouver là où vous passez l'essentiel de votre vie quand vous êtes jeune. Ici. Hein, oui. Ici. Champeau, on en parlait tout à l'heure. Dans votre chambre. Dommage. Dans la chambre, d'où vous ne sortez pas beaucoup. Hein. Et surtout, il y a la photo qui est intéressante, c'est la photo là-bas face à votre ordinateur. Oui. Parce qu'il y a une histoire d'amour qui naît avec l'ordinateur. Oui. Très clairement. Je commence, comme tous les gamins, je pense, avec les jeux vidéo, mais surtout, vous savez, à l'époque, on achetait des magazines informatiques et il y avait ces espèces de CD, et sur les CD, il y avait ce qu'on appelle des shareware, il y avait des démos de logiciels.
Et c'est là que je commence à découvrir notamment le logiciel de 3D. Ça s'appelait 3D Studio Max, qui est maintenant un logiciel très connu qu'on utilise dans la 3D dans les effets spéciaux. Et je commence comme ça à créer mes petites scènes dans mon coin. Et vous les montrez à votre mère? Et je les montre à ma mère. Et elle, qu'est-ce qu'elle Et dit? ma mère, qui avait toujours ce chic inné de me dire « Ah, c'est immonde !» Bien, « Ah, mais ça ressemble à rien !» Parce qu'évidemment, la 3D à l'époque, on partait de primitif, et puis quand bien même. Mais heureusement, à cette époque, il y a quelqu'un qui croit en votre talent. Ouais. Mais c'est elle. Ouais, Carole, ça a été... Je pensais pas que ce serait Carole qui m'a... Mais je dis toujours, je trouve que j'ai une deuxième naissance dans ma vie. Ça a été la rencontre avec Carole. Que vous rencontrez tôt à l'école, hein? Au lycée, ouais, lycée. Là j'ai 16 ans et elle a 15 ans. Et vous avez redoublé. Oui. Hein? Ça brûle ma et seconde. effectivement, et elle croit en vous. Elle dit, mais toi, tu as du talent. Ouais. Tu vaux mieux que ce que tu crois. Ouais. C'est la Elle première. croit plus. Ouais, elle croit plus en vous que vous-même, déjà. Ah, mais complètement. Complètement, c'est vraiment... c'est ça. C'est Carole qui, la première, va voir ce que je fais en musique, qui va voir ce que je fais sur l'ordinateur et qui va me dire, mais en fait, tout ça, ça vaut quelque chose. Tout ça, c'est... tout le monde ne le fait pas. C'est marrant, cette proportion qu'on a quand on est gamin à avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est juste normal, où il suffit qu'un adulte vous dise que c'est nul et on n'y croit même pas. Et que d'un coup, on se rend compte et on se dit « Ah oui, mais en fait, ce que je fais, pas beaucoup de personnes le font. C'est quelque chose de particulier. » C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Et elle va vous entraîner dans son sillage, en fait, Carole. Hein? Ouais. Je l'ai matérialisé comme ça. Ça commence à Corté. Mais à Corté, vous inscrivez en quoi à Corté? À Corté, moi, je m'inscris en SRC parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... SRC, c'est? C'est Services et Réseaux de Communication. Et puis vous arrivez, vous savez déjà faire beaucoup de choses. Et finalement, RCC, vous vous ennuyez. Et je pense que c'est ce moment-là où Carole se dit « Ouais, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un problème, en fait. » Et donc, elle vous trouve une école, une école d'effets spéciaux à Montpellier. Et vous arrivez à Montpellier, et là, à Montpellier, vous êtes dans cette école de 3D, et à un moment dans l'année, il faut faire des stages. Ouais. Hein, et vous allez faire un stage à Paris. Et à Paris, eh bien, vous allez bien vous débrouiller, parce qu'au bout d'un moment, vous allez faire ça. Ça, c'est grâce, en fait, à la rencontre avec Arnaud Lemaire. Ben voilà, Arnaud. Je découvre, j'ai 20 ans, et pour la première fois, je découvre ce que c'est d'être ghostwriter. On en parle beaucoup maintenant. On en parle beaucoup dans le monde de la musique maintenant. C'est ces gens qui... cette vidéo, c'était mes tout débuts, je l'ai tournée. J'avais ma caméra, j'avais tout, j'ai tout fait, j'ai tourné, je l'ai monté, j'ai fait des effets spéciaux. À l'époque, je ne faisais pas encore les musiques de mes vidéos. Mais en fait, tu fais tout. Et Arnaud le vend et Arnaud la signe. Et surtout que cette pub, elle passe dans tous les cinémas de France. Je reviens. Donc effectivement, ouais. Et c'est lui qui la signe. C'est pas la vôtre presque. Non, ouais. Et donc, vous allez voir Carole, ou je sais pas si c'est elle qui vient vous voir, mais on prend la X et on monte sur Paris. Bon, on y était, à ce moment-là, on y était, mais ouais, on a eu vraiment ce voyage. Bon, c'était un petit peu avant. Et vous, avant de monter à Paris, quand même, vous allez en parler à Jean-Témir Kerefoff. Oui, chez Tao, donc à Citadel. Et Jean-Témir a cette phrase géniale qui me dit, écoute, je connais très bien un des fondateurs de Canal+, je peux t'avoir un rendez-vous avec lui. C'est tout ce que je peux faire, mais je peux t'avoir un rendez-vous, et juste tu montres ce que tu fais, mais bon, il faut que ton travail, il suive derrière. Et surtout, il me dit cette phrase, je pense que j'ai jamais oublié. Il me dit en revanche, une chose très importante, c'est que ce que je fais pour toi aujourd'hui, il faudra que tu le refasses à ton tour pour d'autres jeunes après. C'est un cercle vertueux, il faut l'entretenir.
Et ça me transperce le jour où il me dit ça, et toujours maintenant. Vous l'oublierez jamais. Oh non. Et une semaine après. Marc, une semaine après, je finis dans ce genre d'environnement. Alors, c'est pas glamour du tout. Non, mais on est au sein de la BA Factory de Canal+. Effectivement, vous êtes le plus jeune graphiste de France à l'époque. Hein. De Canal. De Canal. À de intégrer l'équipe de Canal. J'ai 22 ans, je crois. Et c'est génial. Et puis, il va y avoir un petit souci d'intermittent, permittent. la grande époque, la grande crise. Voilà, la grande crise de Canal. Et vous allez faire le grand saut, on va vous retrouver à TF1, au JT de TF1. Eh ouais, en montage cette fois-ci, dans la voiture. Hein, c'est une époque incroyable. Une époque dans la voiture, dans des bars, dans des chambres d'hôtel. On montait là où on pouvait. C'est-à-dire, souvent, je montais sur une banquette arrière de voiture. Et puis, il va arriver ce que vous avez appelé vous-même. Eh bien, vous allez dire comment vous allez l'appeler, et je l'ai matérialisé comme ça, justement, à TF1. Ouais. Le triptyque de l'enfer, non? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. C'est, en l'espace d'un an, 1 an et demi de temps, je vais vivre de très près les attentats de Charlie. On le voit là, parce qu'en fait, on vient me chercher, je ne sais plus pourquoi on vient me chercher pour ça, mais on vient me chercher pour être réalisateur de toutes les séquences d'effets spéciaux d'un des documentaires sur les attentats de Charlie. Et ça va être très dur parce que, notamment à l'époque, on n'a pas de plan des bureaux de Charlie. Personne ne sait comment c'était, bizarrement. Et du coup, je suis là, je me dis, oui, je veux bien, moi, les refaire en 3D, faire toute la reconstitution, mais on a un problème. Et en fait, on va m'envoyer auprès des pompiers de Paris, à la direction des pompiers de Paris. Et là, j'ai le service audiovisuel des pompiers de Paris. Et ils me disent, écoutez, on a une solution pour vous. C'est, il arrive sur la table, il dit, on a toutes les photos qu'on a prises à notre arrivée sur les lieux de Charlie Hebdo. Je suis plongé dans des images que personne n'avait vues avant, je suis le seul à voir, qui, même filtrées, sont atroces. Par exemple, là, comment elle est la salle, en fait, là? Ça, c'est la salle de rédac. Et il y a vraiment une chose dont je me rappelle, c'est que le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois cette salle, c'est une piscine de sang. Et vraiment, je me dis, c'est une piscine. Il y avait la table de rédac et une mare entière, rouge vif. Et tu te dis, ah ouais. Et en fait, je vais faire le lien, c'est marrant, avec cet homme-là, Gilles Parot, qui est un grand reporter de TF1. J'ai adoré cet homme-là. Et cet homme-là va me dire un truc, va me dire, fais attention, parce qu'en fait, la plupart du temps, on peut choisir ce qu'on regarde. Il dit, tu sens, quand il se passe quelque chose, tu sens que tu vas regarder quelque chose de pas cool. Et il dit, et il y a une fraction de seconde où tu peux choisir de ne pas regarder. Sauf que ce que tu vas voir, c'est des choses qui peuvent te hanter toute ta vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette photo, alors. Ouais, et cette photo, alors c'est très drôle, parce que je ne le savais pas, je me suis rendu compte en cherchant des archives pour vous, c'est la seule photo que j'ai prise du soir du 13 novembre, en fait, des attentats du Bataclan. Et en fait, on peut dire énormément sans spécialement filmer l'horreur directement dans les yeux, en fait. Complètement. Et ça va marquer peut-être un point de non-retour. En tout cas, après cet épisode, Paris va devenir différent. Vous allez vous sentir, vous aussi avec Carole, différemment dans cette ville. Et il est temps pour vous de revenir en Corse. Et le retour en Corse, on ne va pas en parler là. On va prendre l'air. Allez, ouais. Et donc l'arrivée en Corse. Le retour en Corse. Le retour en Corse. Il est sans complexe, j'ai envie de dire. Ouais. Là, c'est un petit peu... j'arrive comme je suis, quoi. Exactement. En fait, je pense que... C'est pour ça que je pense que tous les jeunes Corses, à un moment, je pense que le départ et vivre quelques années ailleurs, pas forcément sur le continent, mais à l'étranger, ça t'enlève plein de complexes, en fait. Aucun complexe. On crée, alors là, on reconnaît, bien sûr, Carole, Corsicats Do It Better, la Casa Bonita surtout, c'est ça qui est intéressant. Boîte de prod. Ouais, ma société que j'avais créée à Paris et que j'ai ramenée quand on est rentré. Parce que justement, il est là le principe, c'est que vous rentrez en Corse, à Cateri d'ailleurs,
Et puis, d'un coup de baguette magique, on peut se retrouver ici, par exemple. Ouais. Ah, ça reste, je pense, une de mes rencontres et un des moments les plus forts de ma vie, la rencontre avec JR. Et je me retrouve donc directeur des effets spéciaux pour un très gros projet de JR qui était de partir à San Francisco, dans les rues de San Francisco chaque jour, à filmer des centaines de personnes, les unes après les autres, à écouter ce qu'elles avaient à dire sur fond vert et à créer une œuvre d'art. Et c'était génial, parce que tu bosses, mais en ayant l'impression d'évoluer. Ben, c'est ça qui est important dans le travail. Et puis, retour à Kateri, bien Et sûr. retour à 4. Et puis, quelques jours après, on vous retrouve. Là, c'est le Ça principe aussi, de votre vie, ouais. Là, on est carrément à l'opposé de San Francisco. On est sur le mont Elbrus, en Russie. On est complètement à l'opposé. Mais vous avez tout compris. C'est exactement la vie que je veux mener jusqu'à la fin de mes jours, en fait. Ça. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire rencontrer une personne, et puis cette personne aime ce que vous faites, et puis bam, vous propose de faire quelque chose, vous vous y attendez pas du tout. Et là, en fait, je me retrouve avec Don Bowie, qui est un explorateur, un alpiniste américain très connu, à partir à la recherche d'un autre Américain, d'un Marines, qui est parti tout seul faire l'ascension du mont Elbrus, et qui va être pris dans une tempête et qui ne reviendra jamais. Et je me retrouve 3 semaines, encore quasiment un mois, sur le mont Elbrus. Il me propose de venir et de documenter, donc de filmer et de photographier l'expédition. La recherche de ce corps. On est à 5600 mètres d'altitude. Ouais, on est à c'est 5600 le plus haut mont de l'Europe continentale, Exactement. bien sûr. Hein. Et ça donne ça. Vos journées, en fait, c'est ça. C'est surréaliste. On a cet homme, Don Bowie, qui est dans un hélico au-dessus d'un glacier gigantesque et qui arrive à repérer une zone comme ça, d'une épaule ou d'un bout de doudoune de quelqu'un qui dépasse de la neige. Il dit, là, il y a un corps. Et puis, vous ramenez ça. Et c'est ça, en fait. Et pendant les 3 semaines qu'on a passées, on a ramené 11 corps, en fait. 11 corps. Et des fois, disparus depuis 10, 20, 30 ans. Parce que c'est ça, effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens qui meurent en montagne, mais les familles ne vont jamais les récupérer parce que ça coûte excessivement cher. Exactement, en fait. c'est pas l'État qui paye. Surtout dans ces pays-là, c'est pas l'État qui paye pour rapatrier un corps, c'est la famille qui doit le faire. Mais sauf que le corps recherché, vous ne le retrouverez jamais, par contre. Le corps de Steven, on le retrouvera jamais. Et ce qu'il va y avoir quelque chose aussi, c'est qu'il n'y aura jamais de documentaire suite à ça. Et c'est encore une expérience où vous êtes encore une fois le ghostwriter, encore une fois dans l'ombre, encore une fois, c'est pas vous qui prenez la lumière. Et c'est peut-être un déclic là, parce qu'à partir de là, dites-moi si je me trompe, vous décidez vous-même d'avoir votre propre parole, d'être... Complètement. Hein? Parce qu'en fait, ce qui se passe là, surtout, et vous l'avez complètement souligné, c'est que je refuse de le faire, le docu. C'est que ce docu où Don Bowie va me demander de monter ses images à sa manière et raconter son histoire à lui, je la trouve pas très intéressante. Enfin, j'aime pas trop son axe et ça me convient pas. Et je crois que pour la première fois de ma carrière, je dis, en fait, non. Si je dois raconter une histoire de ce voyage, ça sera selon mon prisme. Mais je peux plus raconter des choses sous le prisme d'autres personnes. Je pense que c'est ça qui change sur ce mont. Et ça se matérialise comme ça? Bah oui. Et le Covid arrive. L'idée, c'est d'imaginer justement une des personnes les plus sages qu'on peut imaginer à notre époque, donc que j'ai illustré par le Christ. Mais ça aurait pu être Bouddha, ça aurait pu être n'importe qui, mais comment lui aurait vécu à l'époque contemporaine. Je me suis amusé un petit peu à ce jeu, à cette expérience de pensée. Ouais. Et ça, c'est votre première série de photos, puis il va y en avoir une deuxième. Ouais. Là aussi, c'est un regard sur la Corse que vous redécouvrez qui est intéressante. Ouais. Là aussi, une bande-son qui accompagne toujours vos expositions, bien sûr. Hein. C'est vous qui faites le son. Oui, hein. c'est moi qui fais la musique de mes pubs ou aussi quand je fais des photos. Parce que venant de l'audiovisuel, venant de la réalisation, j'ai vraiment ce truc où pour moi, l'image va avec le son et le son va avec l'image. Quand vous revenez à Calvi, c'est un peu la Corse que vous redécouvrez et que vous voulez montrer comme une sitcom, non? Vous voulez la montrer comment?
Je la montre, oui, comme une sitcom. Je la montre comme un décor de cinéma. Et en fait, pour moi, c'est les premiers moments qui nous incitent à voir plus loin et à se dire « Ah, mais oui, c'est un décor. Ah, mais oui, il y a tout un monde derrière. » Et souvent, ce monde-là, eh ben, il ne correspond pas du tout à ce qu'on montre. Il est beaucoup plus nuancé. Je ne vais pas dire noir, mais il est beaucoup plus nuancé. Alors c'est intéressant parce que vous êtes donc revenu bien ancré chez vous, mais vous avez renoué avec vos origines, avec votre identité. On a vu quelques photos, vous avez toujours cette petite corse autour du cou. Et alors vous allez m'expliquer pourquoi subitement vous filmez ça. Tout ce que je fais et que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Je voulais juste être reconnu pour mon travail et être aimé aussi, surtout, pour ne pas être oublié. Et oui, c'est une thérapie à caméra ouverte. Moi, clairement, en filmant ces gens-là et en allant à la découverte de personnes dont je me sens proche, du moins proche au niveau de l'âme, bah, ça m'aide énormément. Ça m'aide à guérir, à évoluer, à passer. Vraiment, cette notion de cercle vertueux, je pense qu'on a un choix. Quand on est quelqu'un qui a eu une enfance difficile ou qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, on a un choix. On a deux espèces de boucles qui s'offrent à nous. Une boucle vertueuse et une boucle complètement descendante qui va nous plonger dans le fait de voir toujours les mauvais côtés des choses et de se voir comme quelqu'un de mauvais, de pas assez bien pour la société. Et je pense que ce point de bascule, il est critique, il est crucial chez plein de gens. Et c'est ce moment où tout peut se passer, en fait. Mais tout va continuer de se passer ainsi, pour vous, j'espère, en tout cas, parce qu'il y a une progression, il y a un vrai artiste devant nous maintenant, qui dit ce qu'il a en lui. C'était une belle rencontre, Romain, vraiment, vraiment. Merci d'être venu. Allez, venez, la photo, c'est moi qui vais la faire, elle sera moins réussie que la vôtre, hein, mais bon, c'est la signature de l'émission. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. En Corse, les expos, elles vont quand même un petit peu bouger sur Ajaccio et tout. Hein, j'espère. On croise les doigts. À bientôt, Romain. Ciao.